Je suis Géraldine Lance-Perrin et je suis passionnée par la nature, mais elle reste fragile. Je me demande en permanence comment en prendre soin. Cela me permet de réfléchir à notre avenir et à notre terre. Pour savoir comment agir et prendre soin de notre planète, je suis partie à la rencontre d'un expert de la météo. Bonjour Louis Baudin. Bonjour. Je suis vraiment ravie de vous rencontrer. Vous êtes présentateur de météo à TF1 et à RTL. Qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous passionne dans cette science du climat ? Ce qui me passionne, c'est le rapport à la nature, parce qu'en fait, la météorologie, c'est vraiment la première porte d'entrée vers cette nature. C'est-à-dire qu'à travers la météorologie, on peut voir comment la nature se comporte, puisque évidemment, la météorologie conditionne cet environnement par tous les éléments naturels que parfois on a un peu oublié parce que c'est intégré dans notre environnement, et pourtant tout ça est lié. Et donc j'adore ce rapport à la nature, et la météorologie, c'est une porte d'entrée extraordinaire. Pourquoi, Louis, avoir choisi ce lieu, cet écrin de verdure ? Justement parce que c'est la verdure, et que ça, c'est un symbole extraordinaire. Je suis convaincu que si on n'oublie pas de regarder autour de soi, et donc cette nature, mais là en plus on a une chance incroyable, il fait beau, les arbres sont là, c'est entretenu. Vous avez commandé le top. Mais oui, voilà, exactement. Donc c'est quelque chose de magique. Et ça symboliquement, non mais surtout, si on n'oublie pas ça, c'est-à-dire que si on utilise, on a 5 sens. Je sais pas pourquoi on les a, on sait pas pourquoi on est là, mais on a 5 sens. Et ces 5 sens, c'est la vue, regarder, apprendre à regarder, c'est sentir. Voilà, sentir les choses, parce qu'en fonction de l'évolution de la nature, les senteurs évoluent, les fleurs apparaissent. C'est écouter le bruit du vent par exemple, quand il change de direction, tiens, ça indique quelque chose. Donc quand on est connecté à cette nature, forcément, on est beaucoup plus sensible, puis on apprécie, parce que savoir regarder, c'est important. Et donc si on utilise ces sens dans tout ce que ça offre d'extraordinaire, c'est plutôt agréable. Et si c'est agréable, on va peut-être faire un peu plus attention. Avant de devenir météorologiste et présentateur, vous avez eu d'autres vies. Vous êtes ingénieur à l'origine, vous avez failli devenir pilote de ligne, vous êtes aussi passionné de voile, et d'ailleurs vous avez gagné la Route du Rhum et battu des records avec la célèbre navigatrice Florence Artaud. Comment êtes-vous devenu animateur ? Je suis devenu météorologiste parce que j'adore la mer, j'adore la montagne, j'adore la nature tout simplement, je suis un épicurien. Et en même temps, j'ai voulu revenir dans ces milieux-là de manière professionnelle, et j'ai réussi à le faire dans le domaine de la course au large, de la voile, à travers avec Florence Artaud, Paul Vatine, Loïc Perron, tout ça sont des copains encore aujourd'hui, Armel Lecléache ou encore Thomas Coville. Et la voile est un sport qui est encore très médiatisé, donc c'est comme ça que le lien s'est fait avec les médias. Ça a commencé avec Nulle part ailleurs et Philippe Gildas, et puis petit à petit les médias sont intéressés à moi en trouvant que je m'exprimais assez bien autour de cette voile et aussi de la météorologie. Donc je suis devenu consultant pour TF1, puis après pour Canal, et puis un jour la chaîne météo s'est créée. Ça c'était en 95, et là le directeur de la chaîne m'a appelé en disant voilà, c'est une aventure pour vous. Et là j'ai quitté Météo France pour intégrer la chaîne météo, et donc là je suis devenu un communicant, journaliste, pour raconter mon métier sur cette chaîne. Et puis ensuite sont arrivé RTL, et puis de nouveau le groupe Canal, et puis TF1 en 2010, qui m'amène à être aujourd'hui sur ces deux médias qui sont TF1 et RTL. La météo, c'est une science qui est de plus en plus précise. On l'a vu ces derniers temps avec les tempêtes. Y a-t-il encore des champs inexpliqués selon vous ? Oui, largement. D'ailleurs, ça fait partie un peu de mes interventions, c'est de remettre la météorologie là où elle a une véritable action, là où elle est très crédible. Et en fait, on s'aperçoit que ça s'arrête assez vite. Passé une semaine, la météorologie, elle devient très, très aléatoire. Et puis, dans la précision aussi, on le voit tous. Quand on prévoit des orages, on n'est pas encore capable de dire si l'orage passe sur telle ou telle ville. Voilà, on sait qu'il y en aura, mais être plus précis que ça, on ne sait pas encore le faire. Donc on voit que les limites arrivent assez vite. Donc on peut espérer peut-être faire des progrès ces prochaines années. Et puis à l'autre échelle, celle du GIEC, celle du réchauffement climatique, il y a des rapports régulièrement édités par tous ces chercheurs qui travaillent sur la Terre et qui nous proposent des scénarios si on ne change pas nos comportements avec un réchauffement qui pourrait avoir des conséquences sur la vie humaine. Et j'espère
que dans les prochaines années, on progressera encore. Vous le disiez, la météo, elle est de plus en plus présente dans l'actualité. Et justement, en tant qu'observateur du climat, est-ce que cela vous a permis de réaliser des exploits ou pas? Ah ben, en fait, moi, ma première envie, et si on réfléchit bien, c'est essayer de se projeter, c'est-à-dire se dire, tu te rends compte, on a une prétention incroyable, c'est qu'on a l'état du ciel, là on sait à peu près le temps qu'il fait, et on veut essayer de deviner le temps qu'il fera dans 1 jour, 2 jours, 3 jours ou 4 jours. C'est quand même un sacré pari, de réaliser ça, de devenir un petit peu un devin par rapport à ça, c'est assez magique. Et puis évidemment, ça m'a permis moi de faire des navigations extraordinaires, ça m'a permis de faire des vols incroyables. Grâce à TF1, j'ai volé en Rafale, j'ai volé dans des avions de chasse. Voilà, ça ouvre la porte également à des rencontres et à des expériences qui sont extraordinaires. Mais la plus importante, c'est quand même le rapport humain, parce que en fait, la météorologie, on est dedans. Là, on s'en rend pas compte, mais dès qu'on est, on vit dans une humidité, une température, une pression. Donc, qu'on le veuille ou non, on vit dans la météorologie. C'est pour ça que ça nous touche. C'est pour ça que finalement, on s'y intéresse, parce que c'est la lumière, parce que c'est la pluie, parce que c'est la sécheresse, parce qu'on a la peau desséchée. On dit, ah, tiens, parce que la pression change. Donc, forcément, on vit dedans. Et ce rapport-là, ce questionnement-là, c'est le quotidien, c'est tout le temps. Et la météo influence notre vie. C'est d'ailleurs l'objet de votre ouvrage qui est paru récemment aux éditions Albin Michel. Nous sommes tous météo-sensibles. De quelle manière alors la météo influence-t-elle notre vie ? Elle l'influence d'abord par la lumière. On sait qu'on a besoin de lumière. Les médecins l'expliquent parfaitement. C'est bon pour à la fois notre morale et en même temps pour notre organisme. Mais c'est aussi la pluie. On en a besoin parce que la pluie, c'est la vie. Parce que la pluie, ça permet d'avoir des paysages. Et puis la pression. Alors ça, on le conçoit un peu moins, mais quand certains vous disent « Ah tiens, j'ai l'impression d'avoir les articulations qui s'ouvrent un peu », oui, parfois quand la pression est plus importante, ça joue sur notre métabolisme. Puis le dernier ingrédient, c'est l'humidité. Parfois, on l'aperçoit pas, mais en fonction du taux d'humidité, là aussi, notre organisme, notre respiration va être différente. Donc oui, on vit dans la météorologie. Au-delà d'être présentateur et météorologiste, vous aimez aussi transmettre, sensibiliser le public à tous ces enjeux du climat. Vous animez des conférences qui s'intitulent « Quand la météo nous apprend à réfléchir sur notre Terre ». À qui s'adressent ces conférences et qu'est-ce qu'on y apprend ? En fait, je vais dire, ça s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire à tout celui qui est un peu curieux, qui regarde un peu autour de lui. Forcément, à un moment, ce rapport à la nature, cette inquiétude autour du réchauffement climatique, cette envie finalement d'avoir peut-être un peu une action sur sa vie, sur son environnement, et puis si on est un peu acteur, je trouve que c'est intéressant d'essayer de comprendre, d'essayer de voir quelles conséquences ça peut avoir. Et moi, ça m'intéresse de transmettre ça. Alors évidemment, il y a entre guillemets des personnes un peu plus sensibles ou qui ont un peu plus envie d'aller plus loin. Ce sont les agriculteurs, ce sont les professionnels du tourisme, sont ceux qui pratiquent la montagne, qui évidemment voient ce rapport à la météorologie qui peut changer. Donc voilà, ces conférences, c'est l'objet d'échanger, d'apporter un témoignage, d'apporter peut-être quelques solutions, ou en tout cas quelques idées de solutions, et puis d'en parler, parce que finalement, autour de ce sujet-là, on est tous ensemble. Quel est l'impact que vous avez pu observer depuis que vous donnez ces conférences aux participants ? C'est tout simplement déjà de légitimer le travail que font certains industriels, parce que parfois je l'ai vu de grandes entreprises, que ce soit des assureurs, des banquiers ou autres qui investissent, qui essaient de montrer que leur investissement par rapport aux clients ou par rapport à leurs collaborateurs, c'est important de le faire. J'apporte une caution, ou en tout cas un témoignage qui valide cette idée de changer un petit peu de paradigme. Pareil chez les industriels, où certains peuvent se dire ouais, est-ce que c'est vraiment justifié, est-ce que ça sert à quelque chose? Oui, finalement oui, ça sert, parce que c'est le sens de l'histoire, parce que ça peut apporter des réponses, puis ça peut être très satisfaisant de se dire waouh, finalement mon action, même si elle est toute petite, même si elle va pas changer le monde, elle participe peut-être à ce changement qui sera plus efficient dans 10, 20 ou 30 ans. Sensibiliser de manière positive aux enjeux climatiques, c'est une de vos missions, Louis ? Oui, alors voilà, parfois on me reproche d'être en tout cas positif, ou peut-être un peu trop optimiste, mais en tout cas moi c'est mon comportement. Je crois qu'aujourd'hui de toute façon il ne faut pas se laisser aller, s'il y a encore une chance qu'on puisse changer les choses, il faut le faire. Je pense qu'on a la connaissance, en tout cas on a aujourd'hui la conscience
que finalement on laisse un impact sur la planète qui est très très fort. Donc si on veut être un peu actif, si on veut être un acteur de ce changement, ou en tout cas des tentatives, on a les moyens de le faire. On a les technologies pour le faire aujourd'hui. Faut pas oublier ça. Et si on peut accompagner tout ça, si on peut être beaucoup plus résilient sur ça, oui, je pense que c'est quelque chose qui est positif et qui peut-être nous amener effectivement à relever ce défi du réchauffement climatique. Quelles sont les raisons qui vous permettent d'être optimiste aujourd'hui alors? Optimiste, il y a deux choses importantes. J'ai la chance de voyager un petit peu dans le monde et quel que soit le niveau économique, social, et il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis là, les gens en ont conscience, où que ce soit. Vous pouvez aller en Afrique, aux États-Unis, en Europe, quel que soit l'endroit, on a conscience. Après, c'est déjà une bonne chose. Ça, c'est déjà une chose très, très importante. Pourquoi? Parce qu'on arrive à communiquer, on a des sources d'information. L'information, elle circule. Après, en fonction de sa culture, de son économie, les pays peuvent réagir ou s'adapter plus ou moins vite. Et l'autre élément très important, c'est que nous avons les solutions technologiques. Alors, elles sont plus ou moins installées, elles sont déjà plus ou moins efficaces, mais elles sont là. Et puis ensuite, sur l'évolution sociétale, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on en a tous conscience, si on partage, si on est capable d'échanger économiquement avec tel ou tel pays qui n'a pas les mêmes moyens, on voit bien que la solution, on l'a. Donc, ces deux éléments-là sont très très importants pour être optimiste. Alors celui qui peut nous rendre un peu plus sceptiques ou un peu plus pessimistes, c'est qui? C'est l'homme, c'est l'humain. C'est est-ce que nous sommes prêts à nous civiliser, à fonctionner ensemble? Je rappelle qu'on est quand même 8 milliards sur la Terre, donc à nous humainement d'être un peu plus civilisés et de penser à l'autre. Je vais le citer parce qu'il m'avait autorisé à le faire, c'est Yves Coppens, qui était un de mes mentors et j'aimais parler avec lui. Il me disait, Louis, tu sais, une espèce qui ne s'adapte pas dans cet univers, elle disparaît. Et donc toute espèce qui s'adapte, finalement, elle va pouvoir suivre cette évolution de l'univers. Et à tel point qu'il m'avait dit, Louis, tu ne diras plus jamais des normales météo, tu diras des moyennes. Pourquoi? Parce que dans l'univers, la normale d'hier, c'est absolument pas celle d'aujourd'hui, c'est encore moins celle de demain. Donc ça n'a pas de sens. Parle de moyenne, oui, les moyennes évoluent, le réchauffement climatique est là, mais dit pas normal. Donc ça montre bien que l'adaptation, de toute façon, elle est nécessaire pour la survie humaine et qu'évidemment, avec le réchauffement climatique, cette adaptation, elle doit être encore plus pertinente et plus intelligente. De travail collectif, en somme. Exactement. Merci Louis Baudin pour cet échange. Je retiendrai votre regard optimiste sur l'avenir de notre planète et puis aussi que grâce à vos conférences que vous donnez, vous permettez d'agir et de réconcilier activité humaine et respect de la nature parce que ne l'oublions pas, la nature est reine. Exactement. Et j'espère bien, on va y arriver.